Pour la première fois à Fos, nous avons un auteur de nouvelles fantastiques. Paul nous dit être fasciné depuis toujours par les vampires. Sous ses airs gentils, ne serait-il pas un descendant du comte Dracula? Il les décrit avec tant de détails, de subtilité, qu'il semble trop bien les connaître. Entre Clarabistouille et Belzébuth, n'y aurait-il pas un nouveau personnage machiavélique qui se serait glissé depuis quelques années? Ne serait-il pas revenu sur les lieux d'un de ses anciens méfaits, puisque un drame apparemment s'est déroulé au XIXe siècle dans cette maison même qu'il a investie en 2007 à Leroux? Ne serait-ce pas lui, ce vampire, qui a hanté les rues sombres du vieux Namur, les ruelles obscures de Bruges? Méfiez-vous, mesdames. Éloignez-vous, messieurs, car sous un regard doux et un sourire moqueur se cache peut-être un des héros dont je vais vous lire 2 extraits qui vont peut-être vous glacer le sang. Et qui sait, c'est peut-être sa boisson préférée par ses chaleurs actuelles. Mais avant cela, permettez-moi tous les deux de vous féliciter au nom du Centre culturel, de la ville de Fos et de tous vos amis ici présents, car vous participez par vos 2 recueils à enrichir un peu plus notre patrimoine local. Merci à vous deux. Merci de votre attention. Je vous demanderai encore quelques minutes d'attention. Je vais procéder à la lecture de 2 courts extraits du livre de Paul, comme ça vous aurez vraiment envie de lui acheter, ils sont en vente juste ici. Et viendra après 2 extraits du livre de Véronique, qui vous seront aussi présentés. Et juste après, je vous propose évidemment de passer au bar, d'aller vous servir. Le bar est ouvert pour pouvoir boire tous ensemble ce fameux verre de l'amitié. Merci de votre attention. Le premier extrait que je vais vous lire est intitulé « Les thérianthropes ». Le terme thérianthrope désigne une créature mi-homme et mi-animal. Ce terme est usité de longue date en anglais, mais l'apparition récente dans la langue française n'y utilisait jusque-là que le terme de lycanthrope, pour désigner toutes les transformations d'un être humain en animal. L'exemple le mieux connu est celui du lycanthrope, qui inclut le loup-garou européen. C'est un hybride mi-homme, mi-loup, mais il n'est pas le seul, car la quasi-totalité des dieux égyptiens possédant des têtes animales ou possédant la capacité de se changer en têtes animaux sont aussi des thérianthropes. L'extrait que je vais vous lire se situe dans les environs de Durbuy. Il faut savoir que toutes les nouvelles de Paul sont écrites dans des villes de Belgique, près de chez nous, et notamment une qui se situe à Namur et à Fos. Celle-ci se situe à Durbuy. En 1972, pour situer l'extrait que je vais vous raconter, 2 enfants rentrent comme chaque soir dans la ferme parentale après une journée d'école. Ils se laissent surprendre un soir par une énorme pluie et se réfugient dans une grotte pour s'abriter en attendant la fin de l'orage. Et y faire alors une étrange rencontre. La petite, calmée par la voix de son grand frère, se pelotonne dans les bras de son frangin quand dehors surgit un grondement effrayant. Jean souhaiterait que ce ne soit qu'un chien errant, mais la forme menaçante qui se dessine derrière les gouttes à l'entrée de la grotte ne le tranquillise pas. La silhouette, à la morphologie impressionnante, s'avance, traverse les gouttes qui inondent son pelage et se dévoile aux yeux des 2 enfants. Un loup, énorme, monstrueux. Il avance lentement et inexorablement vers Jean et sa sœur. De sa gueule béante sortent des crocs proéminents et menaçants. Lentement, Jean
tend sa main vers le feu. Il saisit un bout de bois enflammé dans le vain espoir de parvenir à le faire fuir le loup. L'adolescent se lève posément, avance vers le prédateur en brandissant sa torche. L'attaque est fulgurante et féroce. Jean n'a pas le temps d'esquiver. Dans sa chute, il laisse tomber le flambeau. Écrasé par le poids de la bête qui lui déchiquette le torse, il tente vêtement de repousser son assaillant, arrachant des touffes de poils, donnant des coups de pied. Les grognements du loup et le bruit de la chair mise en lambeaux ne couvrent pas les hurlements de la petite Josette qui voit, impuissante, son frère se faire dévorer. Les cris de la fillette font place aux sanglots. Elle observe le loup qui se lèche maintenant les babines. La bête regarde la fillette, s'avance vers elle et approche son museau ensanglanté à quelques centimètres de sa frimousse. Il retrousse les lèvres, grogne et se jette sur l'enfant. Le deuxième extrait que je vais vous lire, quel calme. Le deuxième extrait que je vais vous lire est sorti de la nouvelle intitulée Le Voïvode, qui se déroule à Namur. Le vampire, héros de cette nouvelle, est un Dace, la Dacie étant une région d'Europe de l'Est qui correspond plus ou moins maintenant à la Roumanie. Et le terme de voïvode est un terme d'origine slave qui désigne le métier de commandant d'une région militaire. La nouvelle se situe donc à Namur en 2007, mais avec un flashback dans le passé, remontant jusqu'en 1695, lorsque la ville est assiégée par Guillaume d'Orange et Maximilien de Bavière. Première fois où un Dace d'une rare cruauté aurait été aperçu dans les rangs ennemis, faisant preuve d'une barbarie et d'une cruauté innommables. Mais revenons en 2007, la police est à la poursuite d'un psychopathe qui se la jouerait bête de la nuit. Dans leur enquête, les policiers vont se trouver dans les couloirs obscurs et tréfonds de la citadelle de Namur. Une clarté devant eux. Ils avancent vers cette lueur. Bernard perçoit une voix. À pas compter, ils atteignent l'entrée. Lentement, précédant ces hommes, Bernard passe la tête, jette discrètement un coup d'œil et aperçoit au fond de la pièce Di Michele, allongé à même le sol, livide, la tête maintenue dans les mains d'un individu dont la tête est plongée dans le cou de son collègue. Il se précipite alors à l'intérieur, suivi par ses hommes, braque son arme vers l'agresseur et crie « Police, reculez, main en l'air !» hurle-t-il. Votre intervention est quelque peu tardive, très cher. Votre collègue, à son réveil, aura rejoint notre confrérie. Confrérie? Ce mec est complètement cinglé, pense Bernard. Cinglé? Nullement, inspecteur. Oui, je lis aussi dans les pensées un pouvoir parmi tant d'autres. Un sifflement long et rauque survient soudainement. Bernard lève les yeux, scotché au plafond, telle une araignée, pieds et mains collés à la pierre, ce qui ressemble à une fillette fixe de ses yeux rouges écarlates la petite tête. Voici ma fille, monsieur. N'est-elle pas ravissante? Brusquement, à la vitesse de l'éclair, elle s'abat sur les collègues de Legrand, lacérant sauvagement leur visage et leur gorge de ses ongles tranchants comme des serres, éviscérant l'un, décapitant l'autre pendant que Boufflé observe la scène d'un sourire railleur. Bernard est figé. L'agression a été fulgurante. Les 5 hommes, massacrés, sont étendus sur le sol, tels des pantins désarticulés, leur sang maculant leurs vêtements et les murs. La petite, elle, les crocs plantés dans le cou de l'un, semble se nourrir. L'inspecteur, terrassé par la douleur, laisse exploser la haine qui le dévore. Il se retourne et vide son chargeur sur le monstre qui le toise avec désinvolture pendant que les projectiles pénètrent sa chair.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne lecture. Merci. Et je vous demande encore quelques minutes d'attention pour maintenant entendre 2 extraits du livre de Véronique, Les secrets